à tous et merci à l'école de gouvernement, à la School of Government de la Luis et au Centre de recherche électorale italien de cette invitation pour présenter à chaud donc une analyse de la campagne et des résultats de l'élection présidentielle française qui vient de trouver son terme ce matin, puisque le nouveau président de la République, François Hollande, vient d'être investi officiellement. Alors, quand je me suis efforcé, je vous laisserai bien sûr le slide avec toutes les données chiffrées que je vais vous présenter, afin que vous puissiez éventuellement y revenir. Mais partons tout d'abord des résultats des deux tours de l'élection présidentielle. Vous avez à gauche le premier tour avec les 10 candidats et à droite le second tour avec les 2 candidats du second tour. Alors d'abord, quand on analyse une élection, il faut toujours commencer par ce qu'il y a apparemment de moins excitant, à savoir le taux de participation. Parce que c'est au travers du taux de participation que l'on sait si l'élection présidentielle a passionné beaucoup, modérément ou pas du tout les Français. Le taux de participation au premier tour et au second tour est environ de 80%. 80% des Français se sont déplacés au premier puis au second tour pour voter. Cela montre, si vous voulez, que l'élection présidentielle en France reste encore le moment, aux yeux des Français, le plus essentiel de la vie politique. Il faut savoir que depuis 5 ans, les Français avaient voté chaque année dans de multiples élections européennes, régionales, municipales, cantonales pour les départements, et qu'à chaque fois, nous avions battu un record d'abstention depuis la guerre. Donc on aurait pu se dire, cette élection présidentielle, les Français vont la bouder, ils ne l'ont pas boudée. Cependant, nous sommes... Oui, voilà. Ils n'ont pas ignoré donc cette élection. Mais la passion est cependant une passion modérée. Pourquoi? Parce que nous sommes assez loin des taux de participation records à l'élection présidentielle sous la Ve, où 85, 86%, 87% des Français avaient participé en 1974. Donc nous sommes loin des records de participation. Donc participation, oui. Participation honnête, oui. Participation record, comme on a entendu en boucle pendant des heures, non. Non. Mais cela montre que les Français ont une volonté de dire leurs mots à l'heure où la crise économique, financière et sociale bat son plein. Cependant, cette élection n'est pas exempte de traits de ce qu'un sociologue français, Jean-Louis Missika, appelle la politisation négative. C'est-à-dire quand vous regardez ce tableau et que vous faites le total des abstentions, des blancs et nuls, des votes blancs et nuls, et des suffrages qui se portent sur les candidats de la protestation, eh bien on arrive à presque un électeur sur 2, 45%. 45% des électeurs ou bien se sont abstenus, ou bien ont voté blanc ou nul, ou bien ont voté pour Marine Le Pen, pour Jean-Luc Mélenchon ou pour d'autres petites forces protestataires. Donc, cette élection, en dépit de son taux de participation tout à fait honnête, ne signe pas la réconciliation des Français avec le moment électoral, avec la démocratie. Il y a bien des signes de défiance lourdes qui continuent à être inscrits dans ces résultats électoraux. Alors venons-en maintenant à l'analyse de la campagne et du premier tour. Vous avez ici, j'ai travaillé, mon institut, le CEVIPOF à Sciences Po, a passé une convention avec le journal Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, qui sont 2 fondations proches des 2 principaux partis de gouvernement, l'UMP pour la Fondapol, l'EPS pour la FJJ, la Fondation Jean Jaurès. Et nous avons mis au point donc toute une série d'enquêtes par panel. Et là, on mesure l'évolution des intentions de vote sur la période qui court de mai 2011, il y a 1 an, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la veille du premier tour.
Alors quand vous regardez toutes ces courbes, vous vous apercevez de quoi? Vous vous apercevez que à partir du moment où François Hollande, c'est la courbe du haut, hein, la courbe rose, comme le Parti socialiste, à partir du moment où François Hollande est investi à la suite des élections primaires, c'est-à-dire fin octobre 2011, il est à 32%, et il va se retrouver en fin de course, il va se retrouver à 28,6%. C'est-à-dire que François Hollande, tout au long de la campagne officielle et de la pré-campagne qui l'a précédée, a perdu plus de 3 points. Il n'y a pas eu de véritable dynamique de François Hollande dans la campagne en termes d'évolution des intentions de vote. Il s'est plutôt, sur le long terme, érodé. Première constatation. Nicolas Sarkozy, en revanche, à la même époque, part de 19 à 20% d'intention de vote. Il finit à 27,2%. Il prend plus de 6 points dans la campagne. C'est la dynamique la plus forte de la campagne. Il y a eu une dynamique Sarkozy, qui n'a pas permis la victoire, mais il y a une vraie dynamique de Nicolas Sarkozy dans la campagne. On y reviendra. Marine Le Pen est à peu près stable. Elle était annoncée à 16, elle finit à 17,9. Alors symboliquement, c'est très important, tout le monde en a parlé, parce qu'en effet, elle a battu le record de son père de 2002. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y a eu de dynamique irrésistible de Marine Le Pen, comme on le disait à une époque, qui aurait pu l'amener au second tour. À aucun moment. Vous regardez, à aucun moment, elle ne passe au-dessus de Nicolas Sarkozy. Quatrième élément, la seconde dynamique de campagne vient de la gauche de la gauche. Jean-Luc Mélenchon part avec un capital de 8% d'intention de vote. Il finira à plus de 11, plus de 3 points. Oui, il y a eu une dynamique Mélenchon, même si elle n'a pas été aussi irrésistible que le principal intéressé, Jean-Luc Mélenchon, voulait le croire. François Bayrou, il y a eu une dynamique Bayrou. Ça étonne quand on connaît le résultat final, mais au départ, il n'existait pas. Il n'existait plus. Il faisait environ 5% d'intention de vote. Il finira à 9,1 avec une courbe qui oscillera beaucoup, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Quant à Eva Joly, elle était partie de peu, elle est arrivée à presque rien. Elle a perdu presque 3 points au cours de la campagne. C'est une faillite, une campagne électorale signée par une faillite redoutable. Donc voilà, si vous voulez, à peu près les dynamiques de campagne, et on voit comment ces dynamiques sont scandées par quelques grands événements de campagne, en particulier le processus des primaires qui a fait exister Hollande, l'a emmené à un très haut niveau, mais ensuite aussi a vu peu à peu ce capital de popularité issu des primaires s'éroder et encore s'éroder régulièrement. Et deuxièmement, fin janvier, on le voit très bien, un François Bayrou qui était en train de connaître une dynamique très forte en récupérant les électeurs déçus de François Hollande. Et un François Hollande qui, contrairement à Ségolène Royal en 2007, le comprend très vite, réagit par un grand discours très républicain au Bourget, l'annonce de tout son programme, les 60 propositions, et casse ainsi la dynamique qui semblait profiter à François Bayrou. François Bayrou devenait, comme en 2007, la machine à récupérer les déçus du socialisme. Là, c'est un événement de campagne, en effet, qui fait que 2012 ne s'est pas terminé pour les socialistes comme 2007. Alors, revisitons quelques éléments clés de cela. D'abord, la fameuse dynamique Le Pen. Ici, vous avez tous les résultats au suffrage exprimé de la famille Le Pen aux élections présidentielles, au premier tour d'élections présidentielles, depuis 1974, où Le Pen n'existait pas, jusqu'à aujourd'hui. En effet, avec 17,9, on est à 1 point au-dessus du niveau de 2002. Cela signifie que le Front National est bien, oui, en France, la troisième force politique. Et a retrouvé, après une période de faiblesse due à la concurrence sarkozyste, a retrouvé son statut de troisième famille politique française. Et il est à presque 7 points au-dessus de Jean-Luc Mélenchon. Donc dans la concurrence des populismes, au fond,
c'est le national-populisme de Le Pen qui l'emporte et qui l'emporte haut la main. Et à cet égard, 2012 est bien une élection de crise. L'ampleur de la crise économique et financière et sociale que le pays traverse depuis 2008 a ramené au premier plan de manière irrésistible cette force politique qui, en France, est aujourd'hui le porte-voix de beaucoup de difficultés, de beaucoup d'inquiétudes, véhiculées essentiellement par les milieux populaires, victimes des processus de désindustrialisation, et qui se nourrit de manière incessante de tous ces électeurs qui sont ou se vivent comme les modernization losers, comme les perdants de la modernisation. Et la carte du Front National là-dessus ne ment pas. C'est bien la carte des perdants de la modernisation qui s'exprime dans ce vote en faveur de Marine Le Pen. Et donc, on n'en a pas fini avec le Front National, même si en France, on a une tendance dans le milieu journalistique ou dans le milieu des observateurs ou dans le milieu de la science politique à traiter ce sujet avec beaucoup d'hystérie. Il faut le traiter avec calme, l'analyser, le décortiquer, et non pas remplacer l'analyse par l'hystérie, ce qui, hélas, est trop souvent le cas. En tout cas, le malaise de ces milieux a été beaucoup mieux capté par Marine Le Pen que par Jean-Luc Mélenchon. En milieu ouvrier, Marine Le Pen fait 30%, Jean-Luc Mélenchon 12%. Chez les pauvres, ceux dont le revenu au foyer est de moins de 1 200 € par mois, 21% pour Le Pen, 13% pour Mélenchon. Donc dans la concurrence, la conclusion est claire. Alors, venons-en maintenant aux droites et au centre dans l'élection présidentielle. Vous avez tous les résultats depuis 1965, ventilés par famille, et en bas, vous avez le total de ce qu'on pourrait appeler la non-gauche. La droite, les droites plus le centre. Aujourd'hui en France, les droites et le centre sont largement majoritaires. 56%. La non-gauche, aujourd'hui, c'est 56% et même légèrement plus. La France n'est pas à gauche. Elle a un président de gauche, mais elle n'est pas à gauche. C'est clair et net. Quand vous regardez la victoire de 80 et 88, vous voyez que voilà, c'était 50-50. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le 50-50. C'est bien une France de droite qui a voté à gauche, et j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième élément qui permet de comprendre la victoire de François Hollande, c'est que la droite classique ne fait aujourd'hui que 29%. Nicolas Sarkozy plus Nicolas Dupont-Aignan, qui était un petit candidat de la droite souverainiste, rassemble 29%. C'est une influence faible quand on regarde les scores de la droite classique sous la Ve République. Et on voit bien comment cette droite classique aujourd'hui est prise dans une mâchoire, dans une double mâchoire qui est d'un côté celle de la droite extrême et celle de ce qui reste d'un véritable centre. Et donc, avec un 29% de départ à l'issue du premier tour, il y a une difficulté structurelle pour la droite classique de dégager en 15 jours, qui est la période de l'entre-deux tours, de dégager une majorité. Coincée qu'elle est, cette droite classique, entre une extrême droite, 17,9, et un centre indépendant, un centre de tradition démocrate chrétienne, au fond, qui est à peu près de 9 à 10%. Donc, la tâche de Sarkozy, quand on regarde en dépit du niveau extrêmement élevé de la droite et du centre, la tâche de Sarkozy était extrêmement difficile, parce que son môle de départ, c'était 29%. Alors, penchons-nous maintenant sur le sort de la gauche. Là aussi, c'est un tableau qui est construit selon le même principe que le précédent, les différentes familles de la gauche en France. Alors, cette gauche élargie à l'écologie, en France, c'est moins de 44% au premier tour. Les 5 candidats de gauche, de l'extrême gauche à l'écologie en passant par le candidat socialiste, c'est moins de 44%. Mais, contrairement, vous voyez, à la situation qu'il y a au sein des droites, il y a un pôle dominant. Et le pôle dominant, c'est le Parti socialiste. La gauche socialiste
François Hollande a rassemblé 28,6% des suffrages. C'est un niveau élevé. C'est une vraie dynamique par rapport à Ségolène Royal, presque 3 points de plus que Ségolène Royal en 2007, et c'est un niveau qui est équivalent à celui qu'avait pu atteindre François Mitterrand avant sa victoire en 1981, 28,1. On est exactement à peu près au même niveau que François Mitterrand en 1981. Cependant, la gauche est nettement plus faible qu'en 1981. Elle est nettement plus faible qu'en 1981. La gauche, aujourd'hui, elle est à 7 points en dessous de son niveau de 1981. Ça m'étonnait, parce que j'écoutais tout à l'heure les journalistes qui disaient « bah oui, il n'y a pas la joie, l'engouement qu'il y avait en 1981 ». Oui, parce que les gens sont raisonnables. Ils s'aperçoivent qu'en effet, la Bastille de 2012, ce n'est pas la Bastille 1981. Et que le peuple de gauche, il est beaucoup plus restreint aujourd'hui qu'il ne l'était en 1981. Troisième remarque sur ce tableau, c'est un allié écologiste qui est en voie de marginalisation. 2,3, c'est un des plus mauvais scores à l'écologie dans une présidentielle. Seule Mme Voynet, en 2007, avait fait encore pire. Mais c'est là véritablement un score extrêmement faible quand on sait que l'écologie, il y a quelques années, aux européennes et aux régionales, était presque roue dans roue avec le Parti socialiste. Là, il y a un échec redoutable de la candidature d'Eva Joly, mais qui était assez prévisible. La gauche de la gauche réexiste sans cependant occuper l'espace important que le Parti communiste occupait encore au début des années 80. En 1981, la gauche de la gauche, si l'on peut dire, c'est-à-dire PC plus extrême gauche, dans l'ensemble de la gauche française, c'était 37% du capital électoral de la gauche française. Aujourd'hui, c'est 29%. Donc la tentative de Mélenchon n'est qu'une tentative en partie réussie, mais en partie seulement. Alors ça, ce sont les fondamentaux du premier tour. Venons-en maintenant à l'analyse du second tour. Alors là, vous avez, pour vous rendre compte de la dynamique sur le long terme, les intentions de vote dans notre baromètre, mesurées pour François Hollande et pour Nicolas Sarkozy, d'octobre 2011, une fois que Hollande est investi par le Parti socialiste, jusqu'à nos jours. Et même, il faudrait prolonger la courbe et mettre en bout de courbe les résultats réels, c'est-à-dire 51,6 pour François Hollande et 48,4 pour Nicolas Sarkozy. Vous voyez que c'est une réduction constante du différentiel. Mois après mois, semaine après semaine, le différentiel entre les deux hommes n'a cessé de se restreindre. Au cours de cette période de temps, François Hollande a perdu plus de 10 points en termes d'intention de vote de second tour. Nicolas Sarkozy en a gagné 10. Il y a eu une dynamique Sarkozy en termes de second tour. Et une constante et régulière réduction de l'écart entre les deux hommes. Alors en aparté, avant, je disais avec mon ami Marc Lazare, plutôt mon ami Marc Lazare me disait, si ça avait continué encore une semaine, les courbes auraient très bien pu se croiser. En tout cas, si ces courbes ont un sens. Mais il n'y a que 15 jours entre les deux tours, et non pas 3 semaines ou 4 semaines. Et quand le choc, ce qui est très intéressant, c'est quand le choc des deux hommes commence à exister de manière crédible aux yeux des électeurs dans la campagne de premier tour, puis dans la campagne de second tour, le différentiel se restreint vraiment. C'est-à-dire quand les électeurs voient les deux hommes à l'œuvre. Et d'ailleurs, il faut à cet égard revisiter, comme toujours, les impressions médiatiques ou des observateurs hâtifs sur, par exemple, le débat. Vous savez, le grand débat d'entre-deux tours qui a eu lieu. Le débat, contrairement à tout le monde disait, Hollande a gagné. Les Français ne pensent pas tout à fait la même chose. Pour eux, c'est un match nul. Pour eux, c'est un match nul. Vous avez, à un point près, exactement le même nombre de Français qui disent c'est Nicolas Sarkozy qui a été le plus convaincant,
28%, François Hollande 29%, ni l'un ni l'autre 25%, ne sait pas 16%. Et comme toujours, Hollande a convaincu le camp de gauche. Sarkozy a convaincu son camp, mais c'est plus mitigé, et on voit là son problème. C'est plus mitigé chez les électeurs lepénistes et chez les électeurs de François Bayrou, c'est-à-dire chez les électeurs du centre. Deuxième indicateur, on va commencer à comprendre la manière dont s'est construite la victoire de second tour et la défaite pour Nicolas Sarkozy, l'évolution des reports de voix, c'est-à-dire comment les électeurs prévoient, qui verront leur candidat éliminé au premier tour, prévoient de voter pour les deux candidats qui restent en lice au second tour, ce qu'on appelle les reports de voix. Alors là, vous avez en haut la courbe des électeurs lepénistes et en bas la courbe des électeurs centristes. Alors vous voyez que sur la période qui va là aussi d'octobre 2011 à mai 2012, la dynamique de report des électeurs de Le Pen sur Sarkozy s'est nettement améliorée. Elle est passée de 36% d'électeurs, un gros tiers des électeurs de Marine Le Pen prévoyaient de voter Sarkozy en octobre. Ils sont plus d'un sur deux, mais ça n'a pas été suffisant, à voter en faveur de Nicolas Sarkozy à la fin, plus 18. Plus 18. Donc il y a bien un effet positif pour Nicolas Sarkozy de la droitisation, comme on a dit, de sa campagne. Ça a eu un impact. Alors ça peut plaire ou déplaire à tel ou tel observateur qui mélange toutes les casquettes, mais on n'est pas là pour ça. C'est une réalité, ça a eu un impact. 18 points, ça n'est pas rien, tout de même. Surtout qu'il partait de loin. En revanche, du côté des électeurs de Bayrou, il y a une dynamique aussi, mais qui est beaucoup plus modeste. Elle est passée de 30, ce report est passé de 30% d'électeurs de Bayrou disant « je vais voter Nicolas Sarkozy » à 38% en fin de période. Ça n'a pas été suffisant. Pour que Nicolas Sarkozy l'emporte, il aurait fallu qu'il y ait une majorité absolue d'électeurs bayrouistes et 65% d'électeurs lepénistes. Le mouvement était pour lui vertueux, mais voilà, quand le second tour arrive, le mouvement est en route, mais le mouvement n'est pas parvenu suffisamment à son terme pour que le président sortant puisse envisager une victoire. Alors là, vous avez quelque chose d'intéressant, parce que ce sont les motivations de vote et les images des deux principaux compétiteurs tels que nous les avons saisis. Alors, on a posé la question à un échantillon représentatif du corps électoral. Est-ce que vous votez François Hollande ou Nicolas Sarkozy parce qu'ils représentent le changement? Alors là, vous voyez que François Hollande incarne le changement. D'ailleurs, c'était son slogan de campagne. Il répond à mes préoccupations. Vous voyez qu'ils font jeu égal. Ils font jeu égal. C'est très intéressant. 42-44. Ils m'inspirent confiance. 27-31. Ils font à peu près jeu égal. Il est proche des Français. C'est bas, mais il y a un différentiel. Là, la proximité. François Hollande existe, mais à un niveau qui est relativement faible. Et il a la stature d'un président. Alors là, Nicolas Sarkozy écrase complètement François Hollande. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au cours de cette campagne, il y avait d'un côté un homme qui, jusqu'à la fin, garde tous les attributs de la fonction régalienne. La capacité du leader de crise, la capacité à représenter la France à l'étranger, la dimension internationale. Et vous avez quelqu'un qui, en face, apparaît comme le candidat le plus crédible pour incarner le changement. Alors, là, vous avez la dynamique qui a permis à François Hollande de gagner. Il est passé de 43,7, le score de la gauche au premier tour, à 51,6, une dynamique de 8 points. Pour vous faire sentir, c'est quoi en termes de nombre d'électeurs? Les gauches au premier tour, c'est 15,5 millions d'électeurs. Au second tour, il en a 18. Par définition, il a gagné 2,5 millions d'électeurs, il ne les a pas gagnés à gauche. Il les a gagnés à droite, à l'extrême droite et au centre. Il a pris à peu près 1 million d'électeurs à l'extrême droite
1 million d'électeurs au centre, et le reste vient de transferts avec les gens qui s'étaient abstenus et qui sont allés voter, hein, plus les petits candidats, style Dupont-Aignan, etc. Hein. Donc, une dynamique qui a été forte, mais qui rend la victoire, et je voudrais terminer par là, qui rend la victoire de François Hollande hétérogène et fragile. Alors François Hollande, en effet, avec 51,6, 18 millions d'électeurs, réconcilie la gauche avec le pouvoir présidentiel. Ça, c'est important. La droite détenait le pouvoir présidentiel depuis 17 ans en France. 17 ans. Et si Sarkozy avait gagné, le même courant néo-gaulliste aurait gagné 4 fois de suite l'élection présidentielle. Ça ne s'est jamais vu sous la Ve République. Jamais un même courant politique n'a gagné 4 fois de suite une élection présidentielle. Même De Gaulle. De Gaulle-Pompidou, voilà, 3 fois. Hein, si on prend l'élection par des notables comme première élection. Donc l'heure de l'alternance avait sonné. Pourquoi? Parce que la crise économique et financière avait érodé de manière extrêmement forte la confiance des Français dans le système politique et dans le pouvoir exécutif sortant. Mais j'allais dire comme dans tous les pays d'Europe. Il n'y a pas d'exception française à cet égard. Il n'y a pas d'exception Sarkozy à cet égard. Hein, vous prenez le Fianna Fáil en Irlande, il a perdu 24 points. La gauche qui sortait en Hongrie, elle a perdu 24 points d'élection présidentielle. Les travaillistes, ils ont perdu 7 points. Hein, donc tous les exécutifs sortants en Europe sont extrêmement sévèrement sanctionnés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Sarkozy a perdu moins de 5 points. C'est-à-dire c'est un des exécutifs sortants européens le moins sanctionné. Et ce qui fait qu'il faut revisiter toute une série de jugements un peu hâtifs, quoi. Hein, c'est l'exécutif sortant le moins sanctionné en Europe. Mais François Hollande a su capter à son profit un mécontentement qui dépasse bien sûr la seule gauche. Il a su être de manière extrêmement habile plutôt, au cœur de multiples anti-sarkozysmes. L'anti-sarkozysme de la gauche est bien normal, il y avait un anti-gaullisme, un anti-giscardisme, mais il y a eu jusqu'au bout, et ça a coûté cher à Nicolas Sarkozy, un anti-sarkozysme de la droite et un anti-sarkozysme du centre, hein, qui n'a pas permis à Sarkozy d'arriver aux 55% d'électeurs de Bayrou ou 65% d'électeurs de Le Pen, qui seuls auraient permis la victoire. Donc ce vote est avant tout un vote qui est un vote de rejet. Un vote de rejet, ce n'est pas dans les tableaux, 55% des électeurs de François Hollande disent qu'ils sont allés voter au second tour pour barrer la route à Nicolas Sarkozy. 45% seulement disent qu'ils ont envie qu'il soit président. C'est un élément de fragilité. C'est un élément de fragilité évident. Donc, pour conclure, un désir de François Hollande qui n'a été que très imparfaitement construit dans le moment électoral et qui reste à construire. Et je crois que cela explique aujourd'hui la prudence, d'ailleurs, extrêmement forte de François Hollande qui a certainement compris la nature complexe de sa victoire électorale et qui sait qu'il lui reste à construire une confiance parce que c'est une France de droite qui a voté à gauche et qu'il a rassemblé derrière lui un électorat composite qui appelle de sa part une compréhension extrêmement fine de la nature politique profonde de sa victoire. Reste à savoir, et ça sera mon dernier mot, si la gauche française, qui est d'habitude extrêmement vétilleuse sur ses frontières politiques, sur son identité, est capable de dépasser les 44% du premier tour. Alors là, la composition du gouvernement qui va arriver dans les heures qui viennent, et les premières décisions, les premiers faits et gestes du nouveau président seront tout à fait décisifs, parce que, je vais dire, la victoire est là, mais la victoire n'est qu'à demi construite. Voilà, merci. Merci beaucoup.